Kakule, vous avez la parole. Merci encore une fois, docteur. C'est un grand plaisir d'avoir été le premier pour l'année 2025, tout à 10 ans, meilleur vœu à tout le monde, de partout où nous sommes maintenant. Et on est vraiment fiers parce que c'est vraiment une grande spéciale et que nous devons vraiment tenir compte, tout en reconnaissant vraiment de tout ce que vous venez aussi de jeter comme fleurs. Et on est là vraiment pour ça. Et sans plus autant faire ces dictons, je suis Kakule Butsapu Michael, comme vous l'avez entendu. Et je suis aussi là comme président du conseil d'administration, en même temps aussi, comme vous l'avez suivi avec ma docteur. Aujourd'hui, nous allons au moins parler plus de échanger, donc discuter ou carrément interagir sur les thèmes, l'implication des communautés locales dans les initiatives de conservation de la nature. Et par rapport à ça, nous allons, moi je dirais que avant qu'on puisse au moins en parler, nous allons au moins d'abord savoir comment ça se passe. Comme je le disais bien tantôt, si vous me captez, je suis Kakule Butsapu Michael à la présentation de ce soir et que c'est un privilège et l'honneur d'avoir été le premier pour au moins, je dirais que d'ouvrir cette année tout en vous souhaitant lever le meilleur. Et pour aujourd'hui, nous allons au moins essayer de changer et discuter sur le thème intitulé l'implication des communautés locales dans les initiatives de conservation de la nature. Et avant qu'on puisse y aller, comme Madame Laetitia aurait au moins, je dirais, qu'il y a à vous parler, mais cela ne va pas tenir. On a eu à rappeler que je suis né d'une famille au moins chrétienne, comme vous l'avez suivi, et que l'activité principale de mon père biologique, comme l'apiculture, comme vous l'avez retrouvé à partir je dirais que de l'image, et que cela a vraiment contribué énormément à notre croissance, tant biologique que psychologique, voire scientifique, parce qu'on a eu à découvrir plus de la nature à travers tout ce que cette nature nous offre. Et en continuant, next diapo, en continuant, on a eu, moi je dirais que aussi avoir le privilège que grâce aux revenus de ces différentes activités et qu'on a eu à joindre l'école universitaire où on a eu à intégrer le secteur de l'éducation où nous en sommes maintenant et qu'on a eu aussi à réfléchir à la création d'une structure d'encadrement de jeunes dans le groupe Academia qui a été évoqué. Next. C'est de là qu'on a retrouvé que à partir de tout cela, on reconnaît qu'à partir de ces activités, ça laissait casser que l'impact puisse aussi s'exposer tant sur le niveau local et aussi international. C'est de là qu'on a trouvé qu'à un bon moment, qu'on a retrouvé pendant une bonne période, qu'on a eu à réfléchir comment bien on organiser cette structure et jusqu'à ce que ça puisse aussi contribuer au service des communautés, étant comme une structure de jeunes et parents, souciés de bon encadrement de la jeunesse pour les préparer à un avenir meilleur. C'est de là que bien d'autres séries d'activités comme la réalisation de différents documentaires apicoles et agricoles ont été au centre de nos différentes activités. Et c'est là pour la mobilisation de la jeunesse et des communautés pour les initiatives de développement et dans la protection de notre environnement. Next. C'est, comme vous l'avez au moins entendu, que l'apiculture a été au centre. C'est de là que jusqu'à nos jours, suite à l'impact qu'on a eu, je dirais qu'à orienter vers les initiatives locales, on a été sélectionné parmi les 100 jeunes leaders africains à conservation, où on continue à au moins apprécier ce qui s'est fait sur terrain. Et à nos jours, on continue vraiment à pouvoir apporter le peu de nous-mêmes pour qu'on puisse faire entendre la voix des communautés au niveau local comme au niveau international, comme ce qu'a été le cas de notre dernière participation au Forum africain de la conservation de l'UCN qui s'est tenu au mois de juin à Nairobi avec, comme c'était le premier, comme je viens de le dire,
un premier forum africain sur la conservation. Et puis, à la suite, si on peut y aller, next. C'est de là que la plupart de ceux-là qui nous suivent de partout peuvent se poser où sommes-nous. Vous allez facilement vous retrouver que nous sommes d'abord en République démocratique du Congo, et au nord Kivu, et aussi à ville de Butembo. À ville de Butembo, où on peut facilement avoir je dirais que la dernière image, tout en évitant les uns les autres, à pouvoir aussi découvrir avec sa richesse, au moins en entrepreneuriat, avec bien d'autres initiatives qu'on peut en avoir, comme les vies aériennes qu'on peut avoir sur cette image. Et pour aujourd'hui, comme nous allons, moi je dirais que entamer avec notre thème du jour, comme vous avez parlé de l'implication, pourquoi nous devons nous impliquer à la protection de l'environnement, à la protection, je dirais que l'implication des communautés pour les initiatives de la conservation. La première, c'est d'abord pour au moins vouloir autonomiser et contribuer à l'autonomisation et au développement local de nos communautés. C'est le tout premier avantage qu'on pourra, au moins, je dirais, que reconnaître à partir de ça. Et qu'ici, on voit qu'avec l'autonomisation ici, pour le développement local, nous devons vraiment plus vulgariser ou promouvoir les formations et l'éducation. Et ici, c'est de là qu'on arrive au moins à vouloir impliquer les communautés locales pour qu'ils acquièrent des compétences à gestion durable des ressources naturelles. Et cela pourra vraiment être vraiment quelque chose qui pourra aussi leur permettre non seulement de se prendre en charge, mais aussi à promouvoir leur survie. Et à la seconde, vous aurez à comprendre par cette même autonomisation, on pourra vraiment songer qu'à ce qu'il y ait la création de l'emploi. À partir de ces initiatives de conservation, ça offre des opportunités économiques et aussi, je dirais que tellement de survie. C'est comme le cas de l'écotourisme et qu'on peut retrouver avec l'agroforesterie qui fait partie des approches actuelles et qui contribue énormément à la protection et à la gestion des ressources naturelles et la protection du sol. Et voir aussi le cas de la gestion des aires protégées. Si ça, je sais, si madame, ça peut aller, on peut facilement y aller. Comme le premier avantage, je retrouve que ça va nous aider à l'autonomisation et au développement local. Le second, je dirais que pourquoi les communautés doivent s'y impliquer. La deuxième, vous allez comprendre avec moi que grâce à cette, je dirais que, implication de ces communautés, nous aurons au moins, je dirais, comme avantage une cohésion sociale et une appropriation. Et cela pourrait au moins être fait lorsque les communautés vont participer activement à la prise de décision et lorsqu'ils vont se sentir aussi, je dirais que propriétaires des projets qui vont pouvoir aussi améliorer leur engagement. Donc, on a compris que pour qu'il y ait au moins une appropriation de nos actions, nous devons faire impliquer les communautés locales dans je dirais que dans les prises de décision de nos différentes interventions. À la seconde position, nous avons compris qu'avec je dirais que cette cohésion sociale et l'appropriation, ça va aussi contribuer énormément à la résolution des conflits parce que nous avons retrouvé que les initiatives bien planifiées intègrent des mécanismes pour résoudre des tensions sur l'accès aux ressources naturelles. Et là, ça va vraiment apporter les communautés à comprendre que réellement nous sommes appelés à pouvoir, au moins je dirais, apporter notre voix. Nous sommes appelés à pouvoir aussi nous approprier. Nous sommes appelés de pouvoir vraiment aussi à bien saisir les mécanismes de pouvoir aussi accéder à des ressources naturelles. C'est à l'ensuite que, comme nous avons retrouvé les premiers, là, c'était l'autonomisation et développement. La deuxième, je dirais que option, c'est de voir comment l'implication pourra faciliter, ça va faciliter carrément la cohésion sociale
et l'appropriation des actions. À la troisième position, on retrouve que grâce à l'implication des communautés, vous allez retrouver qu'il y a directement une conservation efficace et durable qui serait déjà au moins vécue. Parce que là, par cela, pour que cette conservation soit efficace et durable, là, nous devons nous rassurer que les connaissances sont transmises au niveau local. Et là, nous devons mettre aussi à valeur les savoirs traditionnels des communautés sur les écosystèmes pour renforcer les stratégies de conservation. Et là, nous avons compris qu'il y a bien d'autres communautés qui disposent de techniques susceptibles à pouvoir, au moins, je dirais que, booster, à pouvoir aller de l'avant et voir, je dirais que, promouvoir ce dont nous sommes appelés à pouvoir conserver. À la suite, pour une conservation efficace et durable, nous devons vraiment promouvoir plus la surveillance communautaire. Et là, lorsque on pourra au moins, je dirais que le CKC, que les communautés puissent devenir de vrais gardiens, ils vont bannir les mauvaises pratiques, comme par exemple le braconnage, il pourra vraiment cesser, et aussi bien d'autres pratiques qui arrivent à nuire, ils pourront vraiment être mis à côté pour que les menaces à l'environnement soient aussi affaiblies et lorsque les communautés seront déjà impliquées à grande quantité. C'est de cette façon-là que nous avons pensé que, ensemble avec toutes les communautés, aussitôt qu'il y a une autonomisation au développement local, il y a une cohésion sociale et une appropriation des actions. Et à la troisième position, où on retrouve une conservation efficace. Et cette efficacité pourra au moins passer par la transmission des connaissances et cela par la valorisation des connaissances ou des savoirs traditionnels des communautés sur les écosystèmes pour renforcer les stratégies de conservation de la nature. Et à la suite, nous avons, moi je dirais qu'il y a parlé que ça va au moins renforcer la surveillance des communautés. Et tout a aussi, je dirais que favoriser les bonnes pratiques pour la conservation. C'est à la quatrième position que nous retrouvons que l'implication des communautés va pouvoir renforcer la résilience face au changement climatique. Et que les changements climatiques qui fait partie des grands défis actuels où les communautés font face, on retrouve que vraiment c'est important. C'est important que nous puissions vraiment, c'est important que nous puissions faire entendre, comme vous aviez au moins eu à en suivre, que c'était le premier point où on a eu à appeler, on a parlé de l'autonomisation et développement local, où ici, lorsque nous avons eu je dirais que lorsqu'on a eu à pouvoir prioriser la formation et l'éducation des communautés, et tout en accompagnant ces différentes communautés à compétences à gestion rationnelle des ressources naturelles. Et aussi, nous avons aussi eu à parler de la création de l'emploi, tout en mettant en avant les initiatives comme l'écotourisme, l'agroforesterie et aussi la gestion des aires protégées. Comme on retrouve que les premiers gardiens des aires protégées, ce sont les communautés locales. Aussitôt qu'ils sont mis en premier plan, et ça va vraiment rendre la conservation vraiment, et ça va rendre vraiment l'implication des communautés comme vraiment un atout. À la seconde position, si on pouvait remémorer cela qui nous a au moins capté avec un petit retard, si on peut aller avec Next au diapo suivant, vous allez retrouver que le deuxième point que ça va nous apporter plus l'implication des communautés va renforcer la cohésion sociale et l'appropriation des actions qui seront menées au niveau de ces communautés. Et c'est là, ça va aller par la participation active à la prise de décision et voire même à bien d'autres étapes clés pour au moins les projets qui seront menés à leur avantage et qui pourront aussi améliorer leur engagement. Et nous avons compris qu'avec cette même cohésion, ça va aussi être au moins un outil pour au moins la résolution des conflits. Que lorsque les initiatives bien planifiées
qui intègre des mécanismes pour résoudre des tensions sur l'accès aux ressources, ça va vraiment renforcer encore plus cette cohésion sociale. Et c'est de là que vous aurez à trouver le troisième point où nous allons parler de, nous allons évoquer la conservation efficace et développement durable. C'est de là que nous allons retrouver que non, la conservation sera efficace, qu'on peut retrouver au diapositive suivant. Vous aurez retrouvé la conservation efficace et durable, c'est lorsque les connaissances locales pourront aussi être aussi valorisées, parce que nous avons compris que nos différentes communautés avaient de bonnes pratiques qui sont tellement, moi je dirais que de la base, mais qui doivent aussi contribuer énormément pour qu'à ce qu'on puisse au moins y aller tellement bien. C'est de là que nous avons retrouvé que lorsque les connaissances traditionnelles ou les savoirs traditionnels des communautés sur les écosystèmes vont pouvoir renforcer les stratégies de la conservation. C'est de là que nous avons retrouvé que cette même conservation efficace et durable pourra aussi passer par la surveillance communautaire. Lorsque les communautés vont surveiller efficacement les braconniers ou aussi autres menaces à l'environnement et lorsqu'ils sont impliqués. Donc, on retrouve que réellement, et pour que cette conservation soit efficace et durable, la présence ou l'implication de communautés locales, ça s'avère vraiment indispensable. Au diapositive suivant, vous allez au moins, je dirais, comprendre qu'il y a le troisième, le quatrième que vous allez retrouver, le quatrième, c'est la résilience face au changement climatique. Avec cette résilience, vous allez retrouver que les communautés, lorsqu'ils sont vraiment impliqués, ils sont moi je dirais, que exercés pour au moins la gestion durable de nos ressources naturelles. Les projets vont favoriser les pratiques agricoles et forestières qui vont améliorer aussi les résiliences, je dirais, écologiques. Et nous avons eu à comprendre que la réduction de la vulnérabilité des communautés, ça va au moins, je dirais, que passer par une maîtrise de la façon dont ils doivent gérer les ressources naturelles. C'est de là qu'on a compris que les communautés qui sont bien intégrées dans la conservation sont moins exposées aux risques climatiques. Parce que c'est comme par exemple les expériences des uns des autres qui arrivent à ce qu'ils puissent mettre l'accent sur les rôles, je dirais que des forêts communautaires qui vont aussi maintenir, qui vont aussi contribuer au maintien de l'équilibre climatique et pourront non seulement protéger ces communautés, mais aussi les générations à venir de cette même communauté. Next. Je dirais qu'au diapositive suivant, c'est de là que nous avons retrouvé qu'au vu de ces 4 avantages pour voir la nécessité de l'implication de ces communautés, on retrouve que nous retrouvons toujours aussi en face à des défis qu'on doit, moi je dirais que voir comment on doit y travailler. C'est de là qu'on retrouve les premiers défis comme le manque de ressources. Les communautés, réellement, ils sont déjà saisis, mais certains qui sont déjà mobilisés, ils se bitent en face, au moins je dirais, qu'on manque de ressources. Et que là, on retrouve qu'ils ont des initiatives qui nécessitent un appui financier et technique pour que cela puisse au moins pouvoir booster l'impact de ce qu'ils ont au moins eu à planifier. Et aussi, autre défi majeur qu'on a eu à relever, qu'on a eu à soulever, je dirais que dans cette présentation, on a trouvé qu'il y a le problème des conflits d'intérêts. Aussitôt que les priorités économiques et culturelles des communautés entrent en conflit avec les objectifs de la conservation, ça arrive qu'à ce qu'on n'arrive pas au moins à bien asseoir l'implication de ces communautés. Et c'est de là qu'on retrouve que lorsque, par exemple, pour les plans économiques, lorsqu'on pouvait retrouver des gisements qu'on peut facilement faire des exploitations de pétrole ici et là, et pourtant, ça serait déjà pour détruire. Mais sur les plans économiques, quand ils vont voir combien ils vont gagner, ils arrivent ne pas au moins aller au même pied d'égalité avec les objectifs de la conservation qui ne viseraient qu'à ce que nous puissions maintenir.
C'est de là que nous retrouvons que aussi parmi bien d'autres défis, on retrouve qu'il y a l'exclusion sociale. Si, quand on retrouve que les paix qu'on peut en avoir dans ce secteur sont mal gérées, ces initiatives qui marginalisent certains groupes ou femmes ou autochtones, ça arrive qu'à ce que ça puisse fragiliser les actions de grande envergure pour qu'à ce que ça puisse faire entendre au moins l'apport des communautés locales. C'est de là que, comme par exemple le cas de Nord Kivu, où nous en sommes, on retrouve que l'implication des communautés locales dans les initiatives de conservation, c'est vraiment plus qu'une nécessité ou une urgence, parce qu'elle est vraiment retrouvée en face d'une pression croissante sur les écosystèmes, et cela par la déforestation. Et on retrouve au moins l'exploitation minière qu'on retrouve ici et là. On retrouve aussi des conflits armés qui pilulent de gauche à droite, qui permettent, qui laissent casser qu'il y ait l'inaccessibilité dans certaines des zones. Et on retrouve aussi casser que cette forte déforestation arrive casser qu'on n'arrive pas au moins à avoir une mainmise sur au moins les bonnes pratiques agricoles et de conservation de notre environnement. C'est en ce sens que le groupe Academia, en conclusion, à travers ces programmes d'éducation environnementale et de sensibilisation, voire de reboisement qu'on est en train de mener ici et là, ça joue un rôle essentiel dans la mobilisation des communautés, quoique on est encore buté à bien d'autres difficultés, comme vous l'avez au moins entendu à partir de ces difficultés précitées si haut. Et c'est de là que nous avons compris que lorsqu'on pourra associer, lorsque nous associons les savoirs traditionnels des populations locales aux objectifs de la conservation moderne, c'est le cas de l'apiculture, où lorsque les communautés, et ils savaient que réellement cueillir le miel, ça pouvait, c'est leurs activités de routine. Et lorsqu'ils sont au moins mis à concours, ils arrivent à ce qui contribuent et ils favorisent une approche inclusive qui respecte les besoins des habitants tout en protégeant les ressources naturelles. C'est par là que nous allons ouvrir au moins ce débat de ce soir à tout et chacun pour que vos questions et vos suggestions pourront être les bienvenues afin que nous puissions au moins y aller. C'est de là qu'on a eu à trouver bien d'autres expériences comme le cas des journées qu'on a eu à célébrer ici et là, où on voit les membres des communautés, quand ils sont formés, ils arrivent à se mobiliser par des plantations d'arbres, par des initiatives d'agroforesterie, et ces initiatives renforcent la résilience environnementale et aussi l'autonomisation de ces populations. C'est de là que nous avons compris que les succès des projets de conservation au Nord Kivu reposent sur la participation active et durable des communautés. C'est comme nous avons, moi je dis, à retrouver cela à partir des interventions de l'organisation. Et cette stratégie intègre aussi une voie vers l'équilibre harmonieux entre les besoins humains et la préservation des écosystèmes comme étant un modèle qui pourrait nous inspirer et bien d'autres régions d'Afrique. Merci pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos différentes questions par rapport au rôle des communautés dans la conservation au Nord Kivu. Merci. Merci, Michael, pour cette présentation très instructive. Je pense qu'on a tous été inspirés. Donc, on est arrivé à la session questions-réponses. Dans votre présentation, vous avez mentionné différents défis. Et puis, l'un d'eux, c'était le fait que certaines personnes sont marginalisées dans l'effort que vous voulez faire. L'un des défis, c'est que, par exemple, les peuples autochtones, les femmes, sont en fait marginalisées dans ces projets-là. Je voulais savoir euh, quels sont, par exemple, les plans que vous mettez en place pour pouvoir contourner ce genre de solutions. Est-ce que vous sensibilisez par rapport à cela? En fait, comment est-ce que vous réagissez quand vous êtes face à un tel défi? Merci. Comme vous l'avez bien évoqué, vous l'avez aussi entendu. Et ce n'est pas non seulement aussi ici chez nous,
Mais vous aurez à retrouver que c'est presque sur tout, je dirais que c'est au niveau du continent, où la majorité des projets de conservation n'arrivent pas au moins à plus impliquer les communautés locales. Donc, on retrouve que on a compris à la dernière minute que ce sont les communautés locales qui sont les moteurs de cette conservation. Nous, on pouvait assister à cette exclusion sociale où on pouvait retrouver que il y a même de ceux qui se retrouveraient au fait fond de la forêt qui seraient maintenant les vrais gardiens. Et de cette approche, c'est par exemple à partir de différentes journées internationales où on est en train de mobiliser les communautés pour qu'en ce qu'ils comprennent leur rôle qu'ils doivent jouer pour le maintien de cet équilibre. Parce que c'est par exemple comme avant que nous puissions, moi je dirais que parmi les activités, vous avez retrouvé qu'il y a un défi, un des problèmes majeurs qui est lié au changement climatique. Et lorsque les communautés ne sont pas informées du danger qu'elles-mêmes courent, ils ne vont pas au moins s'y lancer. C'est en ce sens-là, de notre part, nous avons pris conseil qu'à partir des journées mondiales, on peut arriver à bien mobiliser les communautés sur les dangers qu'ils courent lorsqu'ils n'arrivent pas aussi à s'y impliquer. Tout en rappelant aussi certaines organisations et aussi décideurs, tant politiques que non gouvernementales, qu'on puisse aussi comprendre les rôles que les communautés locales doivent jouer pour qu'en ce qu'ils puissent contribuer au succès de leurs projets. Parce que vous auriez à comprendre que même avec plus, par exemple, les cas de notre zone, vous auriez à comprendre que non, quand on va prendre bénéficiaires, on prend les communautés comme bénéficiaires, mais ils ne sont pas des acteurs. Mais lorsqu'on pourra au moins comprendre que les communautés sont des acteurs, ils ne sont pas seulement des bénéficiaires des actions qui sont planifiées hors d'eux, ça va vraiment rendre encore plus, je dirais que cette approche est plus efficace. C'est de là que nous avons parlé de l'efficacité de la conservation, où vous aurez à retrouver que cela ne sera que possible lorsque on a eu à mutualiser les forces avec toutes les parties prenantes. Et c'est de cette façon-là que nous sommes en train de vouloir aussi appeler bien d'autres organisations, de pouvoir aussi se joindre à cette dynamique, de pouvoir impliquer les communautés locales dans les instances de prise de décision. C'est par exemple, comme notre approche, vous avez retrouvé qu'à part au moins le fait d'être ici au niveau du Nord Kivu, nous avons vu que l'importance de nous joindre au biais d'autres réseaux qui contribuent à pouvoir élever le ton ou à faire entendre la voix des communautés locales. C'est comme le cas de Community Leader Network, un réseau qui est des organisations de la société civile, mais à base communautaire, qui arrive au moins à pouvoir mettre les communautés locales au centre de leurs interventions. Et c'est grâce à ces différentes approches qu'on arrive à appeler bien d'autres organisations et bien d'autres aussi parties prenantes comme les institutions, parce que nous avons compris que on est en train de parler de la conservation au niveau je dirais que des mêmes personnes qui comprennent cette conservation. Et pourtant, la nouvelle génération qui est au bas de l'école, elle n'est pas informée de cela. C'est en ce sens que nous arrivons à mettre en place des programmes d'éducation environnementale et de sensibilisation qui mettent en centre, je dirais que la nouvelle génération a fait qu'elle puisse au moins être informée du danger et de leur rôle qu'ils doivent jouer pour le maintien de cet équilibre et plus pour que les communautés locales puissent avoir des éclaireurs parce qu'on a retrouvé qu'il y a plus des analphabètes. Aussitôt qu'on peut avoir un ou trois de ceux qui sont venus de cette communauté, à leur retour, quand ils auraient déjà au moins des connaissances qui pourront permettre que cela puisse aller de l'avant, ils seront déjà une solution durable, non seulement à leur communauté, mais aussi à des générations à venir. Merci. Merci, merci beaucoup. Et comme Michael le mentionnait, c'est vraiment un problème qu'on rencontre un peu partout, où on retrouve que les populations, les autochtones même sont écartées. Et je pense que c'est pourquoi c'est important de continuer à avoir ce genre de con- 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 conversation
Donc, ce genre de présentation, vraiment pour sensibiliser le plus grand nombre de public. Et j'ai des questions dans le chat box. Il y a Tawanou Abalo qui demande la présentation. Je veux juste mentionner que dans 2 semaines à peu près, la présentation sera disponible sur notre page, notre chaîne YouTube. Donc, on va partager le lien dans le groupe Soirée Conservation. Si vous n'êtes pas dans le groupe, cliquez sur le lien pour joindre le groupe WhatsApp Soirée Conservation. Et elle dit aussi à Michael, merci pour la brillante présentation riche en apprentissage. Et il y a une question de Claudia Roff. Elle demande, compte tenu de la situation critique dont nous sommes informés ici à la télévision, comment ces mesures sont-elles possibles dans le contexte des conflits militaires où cela ne concerne-t-il pas tellement votre région? Si je ne sais pas la question, serait de savoir si comment l'implication des communautés pourra être effective en face des situations de crise. Donc, on pourrait au moins, je dirais que lorsqu'il y a au moins crise, vous aurez à comprendre que cette crise n'est pas seulement pour des hommes, mais aussi c'est pour aussi la nature. Parce que vous aurez à trouver que il y a, par exemple, pour la biodiversité, lorsqu'on peut avoir parler d'une situation où on est en guerre, vous allez retrouver qu'on va perdre plus d'animaux et plus aussi d'arbres qui seront, moi je dirais, que, en train de recevoir. Et on aura plus aussi à contribuer à une pollution. Vous aurez à trouver que même, je dirais, avec des physiques qui arrivent au moins à donner plus de cela. Donc, ça arrive ainsi à dire que non, on pourrait d'abord les communautés, lorsqu'ils comprendront quoi qu'on soit en situation de crise, ça ne pourra pas être je dirais qu'un moment de pouvoir tout détruire pour dire qu'il n'y a plus de l'espoir. Donc, les communautés doivent comprendre que si même quoi qu'on est au moins dans une situation qui semble être extrême, on doit toujours veiller. Parce que, par exemple, pour le premier point que nous avons eu à évoquer, qui est lié à l'autonomisation du développement local. Donc, on retrouve que avec les initiatives de conservation, ça doit toujours contribuer à l'autonomisation. On prend même ceux-là qui sont en guerre. Lorsque vous allez fuir, vous serez dans la brousse. Et cette brousse, ce sont les fruits que vous allez vraiment, vous aussi, vous allez vous en servir. Vous allez faire recours aux fruits de cette conservation qui a été bien menée. Et ça veut dire, lorsqu'on a eu à maintenir nos écosystèmes avec des approches bien améliorées, comme ce que nous avons eu à citer pour au moins intégrer les bonnes pratiques agricoles et de l'agroforesterie, vous allez retrouver que c'est vraiment une vie pour tout le monde parce que vous allez retrouver que, par exemple, lors des guerres, la plupart peuvent ne pas rester à la maison, mais vous allez rester dans la nature. Mais si cette nature n'était pas bien soignée, vous n'aurez même pas de fruits qui seront déjà là-dedans. Mais lorsque les communautés seront déjà au moins intégrées avec des pratiques agroforestières, ils pourront facilement casser que même quand vous soyez dans une situation plus difficile que comment, lorsque vous avez cette responsabilité à vous, vous allez comprendre que nous sommes toujours tous appelés à préserver notre biodiversité et nous sommes appelés aussi à pouvoir, au moins je dirais que, préserver la vie de nos écosystèmes parce que nous avons retrouvé que, à part la création des emplois pour les jeunes, par l'écotourisme et l'agroforesterie, à part aussi tisser des liens de cohésion sociale, vous allez retrouver que même au finish, vous allez vous retrouver sous un arbre et trouver que non, vraiment, on n'était qu'en train de se retrouver face à une situation que la nature vous a imposée et que c'est toujours l'arbre qui pourra au moins nous amener au niveau de la réconciliation. Et donc, on retrouve que non, au-delà de la situation qu'on doit vivre, on doit toujours privilégier la protection de cette nature. Parce que si on pouvait se dire que non, bon, comme on est en guerre, on doit détruire et qu'après guerre, qu'elle deviendra au moins les communautés qui surviennent à partir de ces forêts, à partir de ces écosystèmes. Donc, nous sommes tous appelés à pouvoir au moins y apporter, je dirais qu'une attention particulière au-delà de nos situations que nous pouvons traverser. Merci.
Maman, on ne vous attend pas. Si apparemment vous avez muté votre micro. Ok, désolé, mon micro était fermé. Je vois qu'il y a Tawanou Abalo qui a la main levée. Je vais lui donner la parole avant de poser une question, ce qui me tient à cœur. Tawanou, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci, bonjour Madame Tatiana, bonjour la team et nous saluons chaleureusement notre communicateur pour cette communication très riche parce que moi j'ai appris beaucoup, je suis très intéressé et j'ai appris beaucoup aujourd'hui sur le Nord Kivu et l'autre fois moi j'avais présenté une communication entre-temps sur un projet au Sud Kivu. Donc ça veut dire que je suis plein dans le Kivu maintenant. Donc merci beaucoup. Je suis Théoano Abalo, agroéconomiste et passionné des questions de l'environnement, des catastrophes et tout ce qui concerne les risques liés au climat. Je suis au Bénin. J'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je voulais demander aux communicateurs sur la base de ces expériences. Est-ce que jusqu'à présent, cela veut dire qu'on n'implique pas les communautés dans les différents projets ou programmes, que la situation est toujours de la sorte, ou il faut autrement le faire? Donc, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, je voudrais m'intéresser dans les zones de Tchad, de la RDC et tout ça où le braconnage prend de l'ampleur. Et à ce que j'ai appris dans un groupe WhatsApp, on m'a dit que ces braconneurs souvent sont agressifs. Et ça fait que sur certaines images, l'autre fois dans le groupe, on a vu des hommes abattus. On me dit, mais moi j'ai réagi, on me dit que du fait qu'ils sont agressifs, donc il faut régler de la sorte. Entre les hommes, les animaux, quelle est l'espèce ou l'animal euh, vraiment le plus cher? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres politiques pour pouvoir vraiment réduire ce fléau au lieu de tuer ces hommes? Je ne sais pas, parce que la politique est différente dans chaque zone. Donc, je vais avoir un peu d'éclaircissement sur ces points. Merci beaucoup. Merci, cher patriote depuis les Tchad. Vous avez parlé si vous êtes au Bénin. C'est vraiment un grand plaisir. Mais vous auriez à comprendre que, comme la situation qui se passe en Afrique, l'Afrique semble être vraiment, je dirais que, un pays où toutes choses se font d'une manière là où vous allez comprendre. C'est par exemple, parler de la conservation, ça semble être au moins une approche la plus nouvelle. Pourquoi? Vous allez comprendre que pour la délimitation des aires protégées, ce n'était pas par l'implication avec les communautés. Oui? Bon, je m'excuse, c'est ma première fois de suivre. Je ne sais pas si c'est mensuel ou si c'est trimestriel, comment vous le faites, ou je ne sais pas la fréquence. C'est toutes les 2 semaines normalement, donc 2 fois dans le mois. 2 fois dans le mois. Là, ça ferait plaisir. Si vous pouvez conserver les mails et nous envoyer vraiment des liens pour suivre, moi, ça me fait plaisir. Je suis intéressé. Oui. Vous Félicitations à êtes... vous. Merci beaucoup. Que les communautés ne sont pas toujours impliquées dans l'élaboration de nos projets de conservation. Nous avons compris, comme le cas de l'Afrique en général, vous allez me permettre de le dire, parce qu'on a compris que non, la plupart des projets, on va toujours prendre les communautés locales comme bénéficiaires, non pas comme acteurs. Et pourtant, à l'approche que nous voudrions vraiment casser, qu'on puisse au moins compter, il faut que les communautés locales puissent devenir des acteurs clés pour pouvoir aussi, je dirais que participer efficacement à une bonne gestion rationnelle je dirais que des initiatives qui sont aussi faites à leur niveau. C'est comme par exemple le cas de notre pays où nous en sommes, où vous allez retrouver que la terre et les ressources naturelles appartiennent d'abord à l'État. Contrairement à ce qui se passe dans bien d'autres pays africains où vous allez retrouver que la terre et les sous-sols appartiennent, moi je dirais, qu'aux communautés locales. On retrouve que pour que nous puissions comprendre que faire entendre la voix des communautés locales, ça date pour nous. C'était la première de savoir si les communautés locales sont impliquées. Je dois dire que c'est une nouvelle approche où ça est en train d'être fait progressivement, où la tendance était que les communautés locales étaient des bénéficiaires, non pas des parties prenantes à des projets de conservation.
À la seconde position, c'était de savoir conflit homme-femme. Homme-femme, on retrouve qu'avec le braconnage, on retrouve qu'il y a des communautés qui se retrouvent dans des endroits où on ne vit que des braconnages. On trouve que ça revient maintenant aux organisations comme celles que nous sommes et aussi à bien d'autres communautés d'être capacités pour comprendre qu'il y a bien d'autres alternatives auxquelles ils peuvent facilement contribuer à leur survie à part le braconnage pour au moins mettre fin à cette crise que vous avez eu à trouver sur les réseaux sociaux comme le cas de ce que l'ami a dit. Donc, les initiatives alternatives pour pouvoir au moins ne plus se focaliser au braconnage, ça pouvait faciliter qu'à ce qu'on puisse intégrer les approches comme l'agroforesterie, même bien d'autres comme l'écotourisme et aussi même l'élevage. Vous aurez à retrouver que lorsqu'ils vont bien élever, quand il y a des projets qui vont leur faciliter à intégrer, avoir des animaux de la basse-cour, ils ne vont plus avoir l'intérêt de vouloir courir derrière les animaux pour avoir leur survie. On peut avoir la question qui a été au moins posée après une autre déconnexion pour qu'on sait qu'on continue. Kishi, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, ma question, c'est par rapport au défi, bien que vous avez aussi essayé aussi de répondre en passant avec ce que vous venez de dire. Vous avez soulevé comme défi par rapport aux communautés locales le manque des ressources financières et le manque, bien le quoi, il manque un peu de moyens techniques, voilà, pour être vraiment impliqué dans la conservation de la nature avec toutes ces nouvelles dispositions qu'on a prises, surtout au pays, en RDC. Et je me demande, j'aimerais savoir, est-ce que ces manques de financement n'ont pas un impact sur la prise de décision dans la gestion de ces aires protégées ou bien de ces écoles? La question, c'était de vouloir savoir comment, si le manque de ces tapis ne peut pas impacter négativement la protection des aires protégées. On doit le confirmer que c'est tellement vrai par le fait que lorsque je dirais que les communautés locales ne sont pas accompagnées, c'est la déforestation qui pourra au moins directement revenir à la première position où les communautés vont vouloir s'approvisionner je dirais que, à bois au niveau je dirais que de l'air protégé. La seconde, c'est que vous allez retrouver l'expansion au moins démographique. Et qu'aussitôt que les communautés ne sont pas accompagnées, ils vont au moins toujours chercher à pouvoir trouver les sols fertiles ou pour l'agriculture et aller vraiment aller hors de même de cette aire protégée pour vouloir les transformer en achats agricoles. Donc, ça va au moins encore y aller. Et bien d'autres pourront aussi encore réfléchir au mécanisme de dire que non, comme on n'est pas au moins soutenu, c'est là qu'on va commencer à creuser pour dire qu'on cherche de l'or, on cherche de ceci ou cela, des minéraux, pour ne plus au moins tenir compte des objectifs de la conservation. Et de là, vous allez retrouver que ils vont au moins vraiment trop prioriser leurs intérêts personnels, économiques, liés à place des objectifs de la conservation. Ce qu'on retrouve que actuellement, la seule approche qu'on puisse au moins vulgariser, c'est de pouvoir apporter. C'était ce qui était sorti d'ailleurs au premier congrès des aires protégées à Kigali. C'était tenu à Kigali en 2021 avec tous les parcs nationaux de l'Afrique qui ont pris part, où on a montré que réellement lorsque les communautés locales sont impliquées dans la gestion de l'air protégé, ça arrive à protéger davantage, et non seulement pour l'air protégé, mais ça leur montre leur place que d'être utilisés toujours comme bénéficiaires alliés d'acteurs. C'est de là qu'on a fait sortir la conférence des directeurs des parcs nationaux au niveau de l'Afrique. Ils ont déjà au moins une synergie où ils partagent leurs connaissances, où ils partagent leur expérience pour qu'en ce qu'ils arrivent aussi à apprendre des expériences des communautés qui ont bien évolué par rapport aux autres. C'est de là qu'on a trouvé que pour intégrer l'approche inclusive où on doit tenir compte de la participation des communautés, ça revient encore pour nous, par exemple en RDC, c'est une approche nouvelle qui nécessite plus
l'accompagnement de tous pour que les initiatives locales puissent aussi accéder à des appuis et à des je dirais qu'à des échanges d'expérience pour que aussitôt qu'on pourra comprendre qu'on n'est plus bénéficiaire, mais partie prenante pour la gestion de ces aires protégées, ça va au moins nous amener. Dans le chat box et j'ai aussi une question, je pense que je peux donner les deux questions en même temps. Ma question, c'est la suivante. Quand vous avez répondu à Claudia Hoff qui vous demandait, avec tout ce qui se passe, est-ce que les activités, ce que vous faites n'est pas impacté, influencé de quelque manière que ce soit. Et vous avez dit en fait que pour résoudre ce problème-là, ce que vous faites, c'est que vous parlez aux communautés et que vous leur montrez l'importance de continuer des activités de conservation de nature, même en période de crise. Et moi, ma question, c'est parmi toutes les approches, donc toutes les stratégies que vous avez employées pour inciter les communautés à s'impliquer dans la conservation de la nature, laquelle a été vraiment la plus efficace? Ça, c'est la première question qui vient de moi. La deuxième question vient du chat box. Je n'ai pas le nom de la personne, mais la personne demande, je voudrais savoir quelle est votre réalisation marquante et quelles sont les difficultés rencontrées par rapport à vos objectifs fixés. Oui, merci pour les questions. Je trouve que d'abord pour la première, je trouve que la seule approche la plus efficace, c'est d'abord pour faire impliquer la nouvelle génération. Parce que nous avons trouvé que parmi bien d'autres initiatives qu'on est en train de mener, on trouve que la seule qui puisse aussi avoir ce courage de pouvoir au moins aller vers ce secteur, vers la protection de cet environnement, c'est la nouvelle génération, dont la jeunesse. C'est de là que nous avons trouvé que si cette jeunesse elle est vraiment bien dotée de connaissances, si elle est bien informée, elle est bien formée, elle est bien impliquée, elle pourra vraiment rassurer que les nouvelles générations pourront au moins, je dirais, que devenir des générations de conservateurs. Et là que nous avons retrouvé que vous aurez à trouver que avant, comme c'est que nous sommes en train de militer au niveau local et au niveau, voire même national, on est en train de vouloir casser que, comme au niveau de notre pays, il y avait l'initiative là des chasses scolaires qui n'existait plus, mais qu'on est en train de vouloir rabattre pour casser que ces initiatives puissent encore revenir. Parce qu'on pouvait voir de nos écoles pour faire travailler, pour dire que l'enfant a pris là-haut, c'était déjà au moins dire qu'on a maltraité l'enfant. Mais aussitôt qu'on est en train de revenir avec des approches, dire que non, lorsqu'on peut faire impliquer les enfants avec des activités qui ont trait à la protection de l'environnement, ce n'est pas non seulement pour au moins leur faire exploiter, ce n'est pas l'exploitation des enfants, mais plutôt c'est l'initiation de ces enfants à pouvoir protéger et à préserver les ressources naturelles qu'on pourra au moins qui pourront au moins aussi nous servir pour les générations à venir. On retrouve que c'est cela qui pourrait être l'une des approches que nous avons trouvées, et non seulement en milieu scolaire, pour les enfants qui sont, les jeunes qui sont en milieu scolaire, mais aussi au niveau de la communauté. Et par rapport au moins à la question de savoir si quelle a été notre réalisation marquante, nous allons au moins dire que c'est d'abord, je dirais que nous avons au moins essayé de faire entendre la voix des apiculteurs à travers la province. C'est par exemple notre dernière activité qui était à Goma, où on avait réuni les apiculteurs des 6 territoires du Nord Kivu. Donc on a retrouvé ceux qui venaient de Beni, Rutshuru, de Nyiragongo, à Lubero, à Walikale, qui pouvaient facilement aussi échanger leur expérience et montrer combien ça peut aussi, je dirais, que relever. Et malheureusement, de tout ce qui étaient parmi les défis, on a trouvé que ces communautés qui venaient de ces différentes zones et différents territoires, on a trouvé qu'ils se bitent toujours à des difficultés qui sont liées à l'ordre matériel. Donc, on trouve que ce sont des communautés qui sont en train de se pencher, qui sont en train de se mener, qui sont en train de se démener à pouvoir apporter le plus d'eux-mêmes pour qu'on arrive à trouver quelque chose sur terrain, quoique les techniques et matériels susceptibles de pouvoir leur apporter un succès, ça n'a pas tenu. Donc, ça trouve à suffisance que
c'est actuellement, par exemple, comme c'était la première où on peut retrouver toute une province, réunir ses acteurs à la première, on l'a déjà tenu comme la plus grande de nos réalisations réussies, au vu des difficultés qu'on continue à avoir. Mais jusqu'à nos jours, le secteur n'est pas encore réglementé et que la lutte continue. Ça fait partie des difficultés où on est en train de voir comment on pourra encore plus aller plus loin pour que les secteurs soient aussi reconnus au même titre que bien d'autres secteurs pour que ça contribue au survie des communautés locales. Parce qu'on a compris qu'il y a plus de communautés qui vivaient carrément de ces pratiques et que lorsqu'ils seraient déjà au moins reconnus et lorsqu'on pouvait au moins dire que reconnaître que leurs produits, c'est comme par exemple le cas du miel que vous pouvez faire sortir de bouteilles à Goma, ça va au moins passer comme fraude parce que ce n'est pas encore réglementé. Et pourtant, ça fait partie des moyens de survie des différentes communautés. Donc, ça prouve à suffisance que la lutte est tellement énorme et ça nécessite l'implication de tous pour qu'on arrive à y aller. Merci. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, bonsoir, j'espère que c'est bien à moi. Oui, c'est à vous. Voilà, c'est Houssube Kakine, je suis le coordonnateur de l'ONG Zonal. Je suis attaqué des rhumes, ma voix est cassée, je m'en excuse pour ça. Je vous ai suivi, merci beaucoup pour la présentation. Merci. Ma question se situe exactement au niveau de l'engagement de votre organisation vis-à-vis des communautés et des services publics. Je m'explique. Comment ou bien quelles sont les procédures que vous mettez en place pour mobiliser davantage, d'un côté, un bon engagement communautaire pour s'approprier des produits de votre travail et de l'autre côté, comment vous vous engagez à titre de partenaires publics-privés avec le secteur public, par exemple, les communes qui sont généralement les portes d'entrée du secteur public pour un développement, ou encore les services déconcentrés de l'État. Je ne sais pas si vous êtes dans cette logique de démocratie chez vous. Donc, quelle est l'approche que vous mettez en place pour un engagement de votre communauté et comment vous vous engagez avec les services publics pour mesurer l'impact de votre intervention vis-à-vis de la stratégie mise en place au niveau public. Ceci renvoie un peu à mesurer aussi indirectement comment notre impact peut contribuer à la contribution nationale déterminée. C'est un peu ça. Merci. C'est vraiment une question tellement pertinente. Comment nous procédons pour au moins nous faire entendre auprès des décideurs publics aussi privés. Donc, l'approche, elle est tellement... Pour nous, nous avons déjà des outils de communication. C'est par exemple la première, comme je l'ai bien évoqué, c'est à partir de conférences, l'organisation des conférences de masse et des ateliers de formation d'échange, où vous aurez à retrouver au moins les représentants des communautés locales et les décideurs. C'est par exemple, prenons que le dernier exemple que je venais de donner, où on a trouvé au moins les membres du gouvernement provincial avec leurs ministères et aussi leurs chefs de division, afin des différents apiculteurs qui sont venus de ces différents secteurs pour pouvoir comprendre les difficultés et comment cette activité arrive à subvenir à leurs besoins. C'est vraiment un des outils qu'on arrive au moins à initier pour que nous puissions arriver à prendre ces engagements. Aussitôt que, par exemple, comme la note de plaidoyer qui est déposée, aussitôt que ça sera au moins, je dirais, que du feedback, ça va nous amener, ça va nous apporter à comprendre cet impact que réellement, à partir de ces assises qu'on a menées de la base jusqu'au niveau provincial, ça y a à retenir l'attention des décideurs.
avec le public, avec le privé. C'est par exemple comme actuellement, le groupe Academia est en train de gérer une radio communautaire, La Voix de la Jeunesse depuis Masereka. Ça fait partie des outils de mesurer l'impact, d'écouter ce que pense le public ou le privé ou les autorités face à ce que nous faisons. Et à part cela, nous retrouvons aussi, à part les échanges qu'on est en train de mener au niveau local, on va retrouver qu'il y a par exemple des engagements qu'on met directement avec l'autorité locale pour accéder à une concession. C'est par exemple le cas de la concession notre champ agricole, champ école en agro-business. C'est estimé en 5 hectares. Quoique pour l'accéder, c'était seulement pensé par les autorités locales et puis leur montrer l'importance de pouvoir vulgariser les techniques agricoles à milliers de jeunes et des communautés locales pour pouvoir booster l'agriculture urbaine. Et en fait, on sait qu'à partir de cela, les autorités locales ont dépêché les services techniques pour nous accompagner à accéder à ces concessions. Et il y a aussi les cas, par exemple, les cas de concessions qui seront au moins occupées par des cimetières, mais que nous occupons au vu de vouloir vulgariser les techniques agricoles à milliers de communautés locales. Ça prouve à suffisance que pour notre approche, vraiment, c'est une approche qui est tellement inclusive, d'autant plus que tout ce que nous sommes en train de faire localement, c'est par exemple aussi le cas de la gestion des déchets. Quand on est en train de vulgariser les techniques susceptibles à pouvoir valoriser les déchets biodégradables, on va toujours revenir aux autorités pour leur montrer, à essayer d'avoir leur engagement. Et aussitôt que nous avons cet accord avec les autorités, on reviendra maintenant dans la communauté pour pouvoir aussi revulgariser tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça signifie que nos différentes approches ou techniques de pouvoir essayer de mesurer l'impact de ce que nous sommes en train de faire, on retrouve qu'il y a des séminaires, des conférences, des radios interactives, des émissions interactives en différentes radios locales et la radio que nous gérons communautairement, ce qui rend de nous, au moins, je dirais que un des partenaires faciles à pouvoir collaborer avec les autorités locales. Donc, ça revient à vous tous de pouvoir toujours exprimer clairement ce dont vous voulez apporter comme changement dans votre communauté auprès des autorités locales. Ils pourront facilement aussi les faire joindre à leur plan plan local de développement et que aussitôt que ce que vous comptez faire dans un milieu est déjà tenu ça compte dans le plan local de développement, je crois qu'avec ces mariages, vous n'aurez plus assez de difficultés de pouvoir y aller, quoique les difficultés restent toujours majeures liées à l'accompagnement matériel pour que ce qu'on puisse vraiment répondre énormément ou convenablement aux attentes de nos différentes communautés. Merci.